Une petite vidéo comme l'année dernière sur le sujet de science, un peu à chaud. Alors je suis pas chez moi, donc on va peut-être y avoir quelques ombres qui vont apparaître si je me mets à bouger un peu trop. C'est parti pour voir cette fameuse épreuve de science 2018. Donc le sujet, le voilà, je l'ai volé. Je l'ai pas volé très loin dans mon lycée. C'est un sujet qui était sympathique, donc on va faire partie par partie. Donc la première partie, nourrir l'humanité. C'était presque prévisible. Ça devient de plus en plus rare qu'on tombe sur rare et couleur. Mais l'humanité, j'ai l'impression que ça tombe chaque année presque. On avait une recette de confiture de framboise, un premier document. On n'a pas besoin de les présenter. Moi, je vous les présente pour voir si on a vu les mêmes choses. Un document 1 qui nous parle des 5 étapes d'une recette de confiture de framboise maison. L'idée, c'est on voit des étapes, après on verra, ça va peut-être nous être utile. Dans le document 2, on nous parle des caractéristiques des micro-organismes. Donc, on en trouve partout, voilà, c'est ce qu'ils nous disent, partout. Et on nous donne un tableau, voilà, qui est ici, un superbe tableau, avec le type de micro-organisme, donc en colonne. Et puis en ligne, on avait température de prolifération ou température gamme de température propice au développement, de prolifération, et température de destruction. Donc on voyait pour les différentes choses, levure et moisissure, avec des petites astérisques pour les spores, qui sont particulièrement résistants. Mais bon, ça c'est précisé, qui sont un peu plus résistants que les autres. Et enfin, on a le document 3 qui nous parle de l'activité de l'eau. C'est un classique, parce que l'activité de l'eau, c'est assez souvent, si vous regardez des annales, il y en a assez souvent dans les annales des activités de l'eau. Donc ça se note AW pour Activity Water. Bon, j'aurais dit mon Water Activity, mais bon. Et on nous donne donc sur le document 3 qui est, comme d'hab, on triche un peu, on fait un 3A et un 3B. Avec les différentes activités, donc pour les framboises fraîches, pour la confiture de framboise et les framboises lyophilisées, auxquelles on a enlevé en théorie l'eau, mais visiblement on ne les a pas enlevées puisqu'elles ont une activité de 0,2. Et la vitesse de développement des micro-organismes en fonction de l'activité de l'eau, avec une échelle totalement arbitraire. Alors le commentaire rédigé, la question était assez simple, justifier en quoi les différentes étapes de la recette de confiture de framboise permettre sa conservation à température ambiante pendant plusieurs années et pourquoi il est conseillé de la conserver au frais après ouverture. Donc différentes étapes de la recette de confiture, eh bien on prend le document 1 et puis on regarde les étapes. Vraiment pas compliqué. Moi je vois les étapes, je vois une première étape, préparer la stérilisation des pots, donc on parle de stérilisation, ça vous fait écho. Stérilisation, la plongeant dans une casserole d'eau bouillante, eau à 100 degrés. Donc une eau à 100 degrés, on voit bien qu'on est sur une température de destruction de tout, sauf les spores bactériennes, mais c'est très rare, les spores bactériennes. Donc on est sur de température de destruction, confère document 2. Donc voilà, on peut faire un premier chapitre sur ça. La première étape de stérilisation nous permet de détruire tout, enfin levure, moisissure et bactéries. Donc, et a fortiori bien sûr microbes. Ensuite, on nous dit pendant ce temps, peser 1 kg de framboise en veillant à n'employer que des fruits sains. On pourrait sauter cette étape-là. Il est quand même nécessaire de voir qu'il y a cette précision sur les fruits sains. Donc on nous parle de fruits sains. Qui dit fruits sains dit fruits non contaminés. Et donc du coup, c'est une étape qui est importante. Même paragraphe sur l'étape 3. J'aurais fait un petit nota bene sur l'étape 2 quand même. On nous dit ajouter 1 kg de sucre puis porter doucement à ébullition pendant une quinzaine de minutes sans cesser de remuer. Alors à quoi ça sert tout ça ? 1 kg de sucre, dans le document 3, on nous dit que le sucre a une grande affinité pour l'eau et que donc du coup, une grande quantité de sucre permet de diminuer l'activité de l'eau. On est quand même sur une grande quantité de sucre puisqu'à la base, on a 1 kg de framboise. La framboise, comme tout fruit, c'est composé en grande partie d'eau, donc peut-être 80%, j'en sais rien. Et on y met 1 kg, donc ça veut dire qu'on est quand même sur quelque chose de fort, de très fort. Ce qui nous fait qu'on arrive à l'activité de l'eau de la confiture de framboise qui est entre 0,75 et 0,80. On peut rajouter aussi du fait que rajouter du sucre fait diminuer l'activité de l'eau, le fait qu'on fasse bouillir, et encore au-dessus, puisqu'on est sur voisin de 100 degrés, on est encore au-dessus des températures de développement des levures et des moisissures et des bactéries. Donc ça veut dire que même si on avait à la base, elles ne vont pas se développer puisque la température est suffisamment élevée. On est même à une température de destruction.
Et on arrive à voir que l'activité de l'eau, si on utilise le document 3B, ils sont normalement tous utiles pour une confiture, c'est 0,75 à 0,8. Donc il fallait regarder donc, ce graphique qui est hyper complexe à utiliser. Enfin, je trouve il n'est pas forcément très simple. Il n'est pas clair. Déjà, l'unité arbitraire, ça parle à personne. Bon, moi, ça ne me parle pas plus que ça. Ce qui veut dire qu'on est à 0,75, 0,8. Alors, on va prendre la gamme la plus haute, on va prendre 0,8. On remonte sur le graphique. On remarque que l'activité de l'eau ne permet aucun développement des bactéries. On a 0. À 0,8, on est faible sur les levures et peut-être un peu plus fort sur les moisissures. Donc, il faut faire attention voilà, à ça. Et enfin, remplir les pots à ras-bord avec frais de préparation, les refermer aussitôt. Les remplir à ras-bord, ça évite de faire entrer de l'air à l'intérieur. Qui dit air dit oxygène, dit possible oxydation ou développement de bactéries. Et ensuite, placer les pots fermés à l'envers. Donc là, j'aurais fait un troisième paragraphe. Pour rappel, un premier paragraphe pour la partie 1 et 2 de la préparation, un deuxième paragraphe pour la partie 3. Et un troisième paragraphe pour la partie 4 et 5 qui est sur en fait le stockage. La partie 4, elle nous prépare déjà au stockage puisqu'elle nous dit qu'il faut les remplir à ras-bord. Donc je les remplis à ras-bord pour pas qu'il y ait d'oxygène, pour pas que ça puisse dégrader ma confiture. Et ensuite, on les met à l'envers, donc l'oxygène n'est plus là. Et on les stocke dans un lieu propre et sec à l'abri de la lumière. Donc là, il y avait des connaissances personnelles à apporter sur le fameux abri de la lumière. C'est-à-dire que l'abri de la lumière, on sait que la lumière est un facteur de développement des micro-organismes. Donc voilà, on le met à l'abri de la lumière, on le précise bien dans ce paragraphe-là. Et il y avait pourquoi, la deuxième partie de la question, pourquoi il est conseillé de le conserver au frais après ouverture. Donc là, on est sur un quatrième paragraphe et c'est principalement vos connaissances personnelles. Je crois que c'est la première fois qu'on vous demande autant de connaissances personnelles, même si c'est faible. Pourquoi on le conserve au frais ? Puisque à basse température, on va se retrouver à utiliser encore le document 2 quand même. C'est-à-dire que la gamme de développement, la gamme de température propice au développement, c'est entre 12 et 40 pour les levures et moisissures, entre 0 et 75 degrés pour les bactéries. Alors, ça veut dire que les bactéries vont quand même se développer. Au réfrigérateur, on n'est pas à 0 degré, on est normalement aux alentours de 6 degrés. Donc 6 degrés, on voit bien que les levures et les moisissures ne vont pas se développer, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Et les bactéries, elles, vont peut-être se développer, mais plutôt lentement, parce qu'on sait que plus la température est basse, plus les bactéries vont se développer lentement. Voilà. Surtout qu'en plus, une fois qu'on l'a ouvert, on a introduit, là c'est sûr, de l'oxygène, du dioxygène, qui va permettre aux micro-organismes de se développer. Voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce sujet-là. Le défi énergétique, on ne s'y attendait pas du tout. Donc le défi énergétique, on nous parle du puits canadien et on nous donne un document. Et c'est pareil, là, un document en deux parties. Une partie 1A avec donc ce schéma sur le puits canadien. Donc l'air rentre, se réchauffe ou se refroidit sous la terre, puisqu'on nous précise que la terre est toujours à 12 degrés. À quelques mètres de profondeur, et puis il ressort dans la maison. Donc 12 degrés quand il fait très froid dehors, ça chauffe, et 12 degrés quand il fait très chaud dehors, ça refroidit. Ça c'est cool. Un document 1B qui nous précise bien qu'il faut faire attention lorsqu'on installe le puits canadien à l'étanchéité, joint, regard, trappe d'évacuation, infiltration de radon. Donc on nous parle de radon, et justement le document 2 nous parle de radon. Donc danger du radon, on nous dit qu'il se désintègre, le RN, qui se désintègre en émettant un rayonnement alpha. On nous précise bien qu'un rayonnement alpha, c'est un noyau d'hélium de 4. Cool. Et une courbe de décroissance radioactive du radon. À partir de là, toutes les questions sont hyper faciles. La première question, par mes propositions ci-dessous, identifiez celle qui correspond à la désintégration spontanée du radon. Alors, vous aviez trois propositions. Proposition A, j'espère que ça se voit bien. Oui. Proposition A, B et C. Bon, vous les avez vues de toute façon. La A, la B, la C, moi direct je vois ça, j'élimine la B parce que la B c'est de l'uranium au départ. Donc c'est pas la désintégration du radon, en fait c'est la désintégration spontanée de l'uranium en radon. Voilà. Le radon est un produit de l'uranium. S'il y a du radon dans le sol comme gaz, ça veut dire qu'il y a probablement de l'uranium en roche souterraine. La proposition C nous montre un radon plus un hélium de 4, donc il n'a pas produit l'hélium de 4, apparemment il vient de se prendre un hélium de 4 dans la tête. Et ça nous donne du radium, Ra.
C'est bien, c'est équilibré, c'est nickel, mais ça c'est de la fusion. Voilà. Et la fusion du radon en radium, bah c'est pas possible. Enfin c'est possible, mais ça demanderait énormément d'énergie. Donc la proposition A, ça c'est si on voulait le faire par élimination, c'est la seule qui me reste. Si on veut faire en réfléchissant, le radon se désintègre. La proposition A est une désintégration puisqu'on a un radon qui donne du polonium plus une particule alpha, donc de l'hélium 2,4. Tranquille. Question 2. Oh, je l'ai bien aimé celle-là. Et on nous précise même dans quel document il faut chercher. À partir du document 2B, déterminer le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs de radon initialement présents se désintègrent. Bon, trop dur. Alors, pour ça, il fallait faire une petite division. Je sais. Excusez-moi les L. Voilà ma courbe. On a 400 noyaux radioactifs au départ. On nous dit, on cherche à savoir quand est-ce qu'on a perdu la moitié. En fait, on cherche un temps de demi-vie. 400 noyaux, la moitié c'est 200, joli sur le graphique, je vais à l'horizontale, 200, ça me fait descendre à 2 carreaux, sachant que 5 carreaux ça fait 10, 2 carreaux ça fait donc 4, 4 jours. Voilà, la réponse c'était 4 jours. 4 est souvent une bonne réponse. Je dis les conneries. Question 3, le propriétaire d'une maison, alors là c'était la dure. Ouh, c'était dur. Propriétaire d'une maison d'une surface 75 m², utilisait en moyenne par hiver une énergie de 8000 kWh pour se chauffer. Cette énergie était fournie par une chaudière électrique d'une puissance de 20 kW. Il a fait installer un puits canadien et fait un premier bilan après l'hiver. Sa chaudière électrique a fonctionné 40 heures de moins qu'auparavant. Peut-être qu'il est tombé sur un hiver plus doux. Peu importe, donnez l'expression littérale reliant les grandeurs énergie et puissance. Vous la trouverez dans ma vidéo, E est égal à P fois T. Trop facile. Montré par un calcul que le gain énergétique réalisé est de 800 kWh. Eh bien, il suffit juste d'appliquer la formule. E est égal à P fois T. La puissance, on la donne, c'est 20 kW. On sait que c'était 40 heures. 20 fois 40, ça fait 800. 800 kWh. Et même pas de problème d'unité. Et commenter le résultat obtenu. Eh bien, 800 kWh, sachant que d'habitude il utilise 8000 kWh, il a économisé 800 sur 8000, soit 10% d'énergie. C'est pas mal, 10% d'énergie, c'est vraiment sympa. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette question 3, qui a l'air compliquée, mais en fait est plutôt simple. Et question 4, citer un avantage et un inconvénient d'installer un puits canadien. J'ai pas utilisé le bon doigt. Alors, un avantage pour le puits canadien, bon, simple. Un avantage, visiblement, on regarde la question 3, on nous dit qu'il a fait une économie de 10% d'énergie. Ben voilà, 10% d'énergie économisée. Un inconvénient, eh bien, il faut voir plutôt la question 2, qui nous parle donc de ce fameux radon, qui est radioactif, pour rappel, puisqu'on nous dit dans le document de A, alors on peut être radioactif et pas dangereux, mais là c'est quand même radioactif alpha, donc c'est plutôt dangereux quand même, c'est cancérigène. Et donc du coup, il fallait lire le document 2A et le document 1B, qui nous dit que si l'étanchéité n'est pas bien faite, il y a possibilité de contamination au radon. Et donc vous pouvez potentiellement vous distribuer un cancer dans votre maison. Sympa. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur la physique et la chimie. Mais c'était quasiment que de la chimie dans la première partie et que de la physique dans la deuxième. Alors, il y a la partie 3, on me l'a demandé l'année dernière, je le fais cette année parce que c'est pas dur. C'est donc de la chasse, c'est pas génial ça? De la chasse depuis 10 ans, l'ONCFS, depuis 2 ans, selon l'ONCFS, la France compte chaque année entre 10 et 22 accidents mortels entre chasseurs. Ce sont des chasseurs qui se tirent dessus. Alors après, vous savez la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard, quoi. On cherche à comprendre en quoi le choix des tenues de chasse peut contribuer à faire diminuer le nombre de victimes. On nous montre la tenue de chasse d'un chasseur avec un bonnet orange, soit dit en passant c'est une casquette, un gilet orange, bien visible, une veste verte et un pantalon vert. Voilà. Un arbre phylogénétique de différents mammifères, dans lequel on a le sanglier et ensuite différents primates, dont nous, mais aussi le saimiri, le macaque et le chimpanzé. On nous précise que les opsines sont des protéines présentes dans les 3 types de cônes. Les opsines S et M, on voit qu'elles apparaissent ici, donc avant les mammifères. Donc tous les mammifères ont l'opsine S et M.
Et l'opsine L, elle apparaît ici, c'est-à-dire entre Saimiri et puis Macaque. Voilà. Donc, celui qui en possède 3 est qualifié de trichromate. Si on en a 2, on est dichromate. Document 3, l'absorption relative des différents cônes. Ça nous permet de savoir que S absorbe aux alentours du bleu, le M aux alentours du vert et le L aux alentours du jaune orangé. Donc R, V, B, hein, soi-disant pour rouge, vert, bleu. On serait plus d'ailleurs sur du violet-bleu, vert, jaune orangé. Mais bon, peu importe. Pour la question ci-dessous, on reporte sur la copie du numéro de la question associée à la lettre correspondant. Il y avait 4 possibilités, 3 sont fausses, une est vraie. Et puis ben, la vraie, c'est la D. Voilà, tout simple. Et donc tous les mammifères trichromates sont des primates, oui, par exclusion, puisque on remarque que l'opsine S, L, apparaît entre Saimiri et Macaque. Et donc du coup, seulement macaque, chimpanzé, homme, puis probablement gorille ou bonobo, enfin plein d'autres primates, ont l'opsine L, mais les autres mammifères ne l'ont pas. Donc ça fait bien que tous les trichromates sont des primates. Et enfin, question de expliquer pourquoi il est important de privilégier la couleur orange dans la tenue du chasseur pour limiter le nombre d'accidents, tout en lui permettant de rester camouflé pour le gibier. Alors, pourquoi ça limite le nombre d'accidents? Parce que l'orange, c'est vif, c'est voyant. L'humain est capable de voir le orange. Et donc, du coup, ça nous amène à la suite. Ça reste camouflé pour le gibier. Oui, car le sanglier ne capte pas le orange. Il n'a pas l'opsine L. On le voit dans l'arbre phylogénétique qui, lui, il n'a que S et M. Donc, l'orange, il le voit comme du noir. Et pour lui, donc fatalement, eh bien, on est potentiellement autant camouflé, en fait. C'est-à-dire qu'on soit en noir ou en orange, pour lui, ça sera pareil. Voilà, pour une histoire de sanglier. Donc voilà pour cette épreuve, bien sympathique. J'espère que cette correction vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude. Et puis, ben, moi, je vais essayer de faire un montage propre de tout ça.